Si vous êtes d'accord, peut-être on va regrouper les deux présentations, même si les thèmes sont un peu différents, mais pour des raisons de timing. Par contre, notez bien vos questions pour ne pas les oublier, parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur ce sujet, et je ne voudrais pas qu'on chante les questions de la première présentation pour autant. On va donner la parole à Pierre sur l'intérêt du TEP scanner en NeoEdge, avec le défi de tenir en 15 minutes et les gros sémaphores 5 minutes avant la fin pour te prévenir. Normalement, c'est 15 minutes. Alors, je remercie le docteur Viré et le comité d'organisation de me laisser l'opportunité de parler de médecine nucléaire. Donc, j'évacue les déclarations, les liens d'intérêt. Donc, j'ai reçu des financements de laboratoire. C'est consultable sur le site de la transparence. Donc les questions que je vais essayer d'aborder dans la présentation, c'est déjà quel peut être l'intérêt de la TEP pour différencier les patients qui sont répondeurs ou non répondeurs à la chimiothérapie néoadjuvante, de savoir un petit peu à quel moment il est préférable de faire le TEP scanner, est-ce que c'est plutôt en début, en milieu ou en fin de chimiothérapie néoadjuvante, quel peut être l'impact également sur la modification éventuelle d'un traitement. Donc dans l'ordre, je ferai un bref rappel. Ensuite, on verra par pathologie, donc dans les cancers du sein, de l'œsophage, rectum, vessie et poumon, et puis un petit mot sur des perspectives. Alors, un petit bref sur le traitement néoadjuvant. Donc c'est un traitement qui intervient avant la chirurgie. Le bénéfice attendu, c'est une réduction de la taille tumorale qui permet une meilleure résection de la tumeur. Par contre, c'est un traitement donc, qui comporte des risques qui sont éventuellement une mauvaise tolérance au traitement et une progression tumorale sous traitement en cas de non-réponse. La TEP-OFDG, donc c'est un examen qui utilise un radiopharmaceutique qui est analogue du glucose. Et ce traceur permet en fait de regarder la prolifération cellulaire, puisqu'on regarde l'hypermétabolisme des cellules cancéreuses, et donc la fixation va être proportionnelle à la prolifération cellulaire. L'acquisition se fait sur une machine de ce type qui ressemble à un scanner classique, en fait, qui couple en fait une détection de l'émission radioactive avec des coupes de scanner. Et voilà ce que ça donne en pratique. Donc les images, vous avez ici une tumeur pulmonaire qui est hyperfixante. Donc on le voit en coupe ici. C'est un nodule au scanner qui est hypermétabolique, donc qui concentre le glucose qui est tumoral. On peut réaliser une image de fusion. Alors, à quel moment faire le TEP scanner? Donc, il y a plusieurs réponses possibles. On peut faire déjà un TEP pré-thérapeutique qui va apporter des informations déjà sur l'extension de la maladie et des informations éventuellement sur déjà une petite indication pronostique, parmi d'autres critères. L'implication thérapeutique, ça va être en TEP initial, l'implication va être de sélectionner des patients qui peuvent bénéficier ou non de chimiothérapie néoadjuvante. Ensuite, les TEP d'évaluation, il y a le choix. En fait, soit on peut faire des évaluations en cours de traitement, soit à la fin du traitement. En cours de traitement, donc si on voit qu'il n'y a pas de réponse, éventuellement l'implication, ça peut être carrément l'arrêt du traitement. Et en fin de traitement, pareil, on va essayer de voir s'il y a des patients répondeurs ou non répondeurs. Éventuellement, les non répondeurs peuvent être récusés pour la chirurgie et rentrer dans un autre traitement par rapport à celui qui était prévu initialement. Alors, je commence par le cancer du sein. Donc, vous avez ici un exemple en fait, de ce qu'on peut voir en TEP dans un cancer du sein localement avancé, la tumeur qui est hyperfixante, des adénopathies axillaires. Et donc, il faut savoir, donc, ce qu'on regarde, c'est la fixation du glucose par les cellules cancéreuses. Et grosso modo, c'est proportionnel à l'agressivité de la tumeur, à la prolifération tumorale en fait. Et on sait que le SUV, donc, qui est la mesure qu'on fait sur les TEP pour objectiver l'intensité de fixation, ce SUV est lié à certains paramètres de prolifération. Donc c'est vrai dans le cancer du sein, mais ça l'est pour la plupart des cancers. Donc le grade tumoral, l'activité mitotique, la négativité des récepteurs hormonaux et le Ki67. Donc tous ces paramètres d'agressivité. Et donc par conséquence, le SUV est aussi lié à la chimiosensibilité des tumeurs. On sait que des tumeurs qui ont une prolifération lente vont être peu chimiosensibles. Et ça a été démontré notamment sur cette étude de Schwarzdos en 2009, qui retrouvait en fait pour des patientes qui avaient un SUV tumoral à 3 sur la TEP initiale, inférieur à 3, pardon,
c'était prédictif d'une absence de réponse au traitement néoadjuvant, et confirmé dans une étude plus récente, Garcia Vicente. Voilà. La TEP initiale a aussi un intérêt, c'est que tout simplement c'est un examen de référence qui nous sert pour les comparatifs ultérieurs, donc c'est toujours intéressant d'avoir le TEP initial. Alors juste sur le timing de la TEP d'évaluation, il y avait cette méta-analyse en 2015 qui répertoriait plusieurs études où les auteurs s'étaient intéressés à savoir un petit peu à quel est le moment optimal pour faire une évaluation de la réponse tumorale en cours de traitement néoadjuvant. Et globalement, la plupart des études retrouvaient des résultats similaires, c'est à peu près à 1 ou 2 cycles de chimiothérapie. Donc vraiment une évaluation très précoce et déjà prédictive de la réponse finale. Avec, en fait, on mesure toujours un paramètre qui s'appelle le SUV, donc qui est le paramètre d'intensité de fixation. On regarde le SUV initial et le SUV sur la TEP de contrôle, et on mesure la diminution du SUV qui nous permet en fait de faire un seuil entre des patientes qui répondent ou celles qui ne répondent pas. Là, les résultats étaient beaucoup plus hétérogènes entre les études, mais bon, globalement, la tendance est à peu près la même. Alors il y a une petite particularité sur les sous-types histologiques. En fait, la TEP dans l'évaluation des traitements néoadjuvants chez les patientes qui expriment les récepteurs HER2+, c'est controversé. Il y a des résultats contradictoires. Il y a des études qui disent que la TEP est intéressante et d'autres qui disent que non. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, c'est plus documenté sur les triples négatifs. Donc les patientes qui ont des cancers du sein triple négatifs, qui n'expriment aucun récepteur, là, la diminution d'intensité est vraiment prédictive de la réponse. Il y avait un bon article paru en 2012 qui donnait un seuil à 42% de diminution à 2 cycles chez les patientes répondeuses, et les non répondeuses qui avaient une diminution de moins de 42%. C'est juste pour donner un exemple. Vous avez sur les images d'en haut l'examen initial, la tumeur du sein triple négative, hyperfixante, avec un SUV max à 23,3. Et on fait une TEP de contrôle à 2 cycles. On voit la réduction de la fixation, diminution d'intensité, une diminution de 84%, qui correspond ensuite, sur la pièce opératoire de la mastectomie complète, une réponse complète. Voilà, je passe à l'œsophage. Là aussi, il y a une méta-analyse qui montrait que la TEP avait des bonnes performances pour l'évaluation de la radiochimiothérapie néoadjuvante, avec des sensibilités variables de 71 à 100% et spécificité de 55 à 100%, avec une limitation dans ce contexte-là qui est surtout liée au fait que c'est des patients qui ont de la radiothérapie. L'irradiation provoque une inflammation qui, nous, sur la TEP, provoque une hyperfixation. Donc on a des faux positifs qui sont liés à la radiothérapie, à l'inflammation post-radique. Alors là encore un exemple, vous avez en haut l'examen initial, une fixation œsophagienne, et sur le TEP de contrôle, disparition de l'hyperfixation, alors que finalement il y avait très peu de modifications au scanner. Alors, il y avait des études intéressantes dans le cadre du cancer de l'œsophage qui étaient les études Municon. Donc, il s'agissait de patients qui avaient un adénocarcinome, qui ont proposé une chimiothérapie néoadjuvante, et avec une évaluation précoce par TEP. Et selon le résultat de l'évaluation, les auteurs décidaient pour les non-répondeurs, de modifier le traitement. C'est-à-dire, dans l'étude Municon 1, pour les non-répondeurs, on arrêtait la chimio néoadjuvante et on passait à de la chirurgie. Et dans l'étude Municon 2, pareil, donc pour les non-répondeurs, on arrêtait la chimio néoadjuvante, on faisait un traitement un peu plus intensifié, on passait à de la radiochimiothérapie. Donc ces études-là ont démontré surtout que la TEP avait un intérêt pronostique, le classement répondeur-non-répondeur avait un intérêt pronostique. Par contre, ils n'ont pas montré de bénéfice de la modification de la stratégie thérapeutique. En fait, ces patients, il n'y avait pas d'amélioration sur la survie. Le seul bénéfice, finalement, c'était d'arrêter un traitement inutile. C'était la seule chose, mais autrement, on n'améliorait pas la survie globale.
Bon, il y a des bons résultats également. Il y a plusieurs auteurs qui démontrent que quand on fait la TEP en fin de traitement, c'est également pronostic. Je vous montre un exemple de cancer du rectum, là sur un TEP scan initial. Donc on voit la fixation rectale ici en coupe, qu'on retrouve ici sur le corps entier. Ce qu'on voit au-dessus, là, c'est la vessie. Donc il y a une élimination urinaire du radiotraceur qui nous gêne un petit peu, qui est ici concentrée dans la vessie. Là encore, alors il y a cette méta-analyse qui regardait un petit peu les performances de la TEP, soit en cours de traitement, soit à la fin du traitement néoadjuvant. Et là aussi, donc, il y avait de très bonnes performances pour le classement en répondeur, non-répondeur en cours de traitement, avec une sensibilité de 90%, une spécificité de 87%, et des performances un peu moindres quand on faisait l'évaluation à la toute fin du traitement néoadjuvant. Alors je passe à la vessie et je m'arrête un petit peu sur cette étude qui était intéressante. C'était une étude prospective qui, elle, visait, donc là on parle de TEP pré-thérapeutique, chez des patients qui sont prévus, des cancers infiltrants de vessie qui étaient prévus pour de la chirurgie, qui n'avaient pas d'atteinte ganglionnaire sur le bilan initial d'imagerie. Et le but de l'étude était de chercher si la TEP pouvait avoir un intérêt pour rechercher justement des atteintes ganglionnaires qui seraient passées inaperçues sur le reste des examens. Parce que justement, ces patients-là, en cas d'atteinte ganglionnaire, pourraient constituer un groupe de patients intéressant pour de la chimiothérapie néoadjuvante. Bon, en tout cas, là, dans ce cas-là, donc pour la recherche d'atteinte ganglionnaire, la TEP avait une sensibilité de 50%, donc assez moyenne, mais il s'agissait de patients qui étaient classés N0 déjà sur tout le reste des examens d'imagerie, mais une très très bonne spécificité en cas de fixation ganglionnaire sur cette TEP pré-thérapeutique. Voilà, ça c'est un exemple où vous avez en bas le TEP initial. On voit la fixation donc, répartie à cet endroit-là, qui correspond à la tumeur vésicale. Et sur la TEP d'évaluation, alors je crois que c'est à la fin de la chimio néoadjuvante, disparition complète de l'hyperfixation tumorale. Voilà, pour le cancer de poumon, j'ai juste mis cette diapo, c'est un simple exemple voilà, pareil, d'évaluation de la réponse au traitement néoadjuvant. On a un pré-thérapeutique à gauche avec une hyperfixation dans cette tumeur pulmonaire, ilaire pulmonaire gauche. Une évaluation post-thérapeutique et on voit qu'en fait il n'y a pas eu de réponse sur la tumeur, il y a toujours une hyperfixation intense et l'apparition même de nouvelles localisations qui sont en fait des métastases. Donc dans cet examen montrait une absence totale de réponse et même une progression de la maladie sous traitement néoadjuvant. Alors un mot des perspectives, il n'y a pas que le FDG comme traceur, il y a d'autres traceurs qui sont possibles en TEP, en particulier celui-là qui a été proposé dans l'évaluation des traitements néoadjuvants, qui s'appelle la fluorothymidine, la FLT. Donc là aussi, c'est comme le FDG, c'est un traceur qui essaie de regarder la prolifération cellulaire, mais là où le FDG regarde le métabolisme glucidique, la FLT, c'est un analogue de la thymidine, et ça va plutôt regarder la synthèse de l'ADN, hein, la prolifération tumorale, mais plutôt sur le versant synthèse de l'ADN. Donc on est plus spécifique, parce que le FDG va fixer un peu dans tout ce qui est inflammatoire, alors que là c'est vraiment plus spécifique de ce qui est tumoral. Donc des auteurs ont montré que c'était un traceur intéressant, plus intéressant que le FDG dans le sein et l'œsophage. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore à disposition. Et je vous montre un exemple de ce que ça peut donner. Bon, là, c'est un rectum. Évaluation après radiochimio. On a à gauche une image dans FDG avec une adénopathie à droite. Et ici, vous voyez la TEP avec l'autre traceur, la FLT, qui montre des adénopathies bilatérales, donc un peu plus performant. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? Déjà, que l'examen pré-thérapeutique peut être utile pour la sélection des patients qui vont bénéficier ou non d'un traitement néoadjuvant. La TEP d'évaluation utile pour distinguer répondeurs et non répondeurs. Avec, on a vu là sur certains cas dans le sein ou dans le rectum
apparemment ce serait plus intéressant de faire une évaluation très précoce plutôt qu'une évaluation en fin de traitement néoadjuvant. La valeur pronostique, c'est à la fois sur la TEP préthérapeutique et sur la TEP d'évaluation. Hein, les deux apportent un intérêt pronostique. Et pour l'adaptation du traitement en fonction des résultats de la TEP, il y a des auteurs qui ont ouvert un peu quelques pistes, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de données pour faire consensus. Voilà, je vous remercie.